Je voudrais accueillir Sandra Jox. Merci à tous les deux, Alain Gras et Jacques Arnoux, pour ces réflexions scientifiques, techniques et scientifiques, et éthiques aussi. Donc, merci Sandra de nous rejoindre. Sandra Jox, qui est donc réalisatrice, écrivain, et que nous n'avions pas encore accueillie comme intervenante, même si nous avions projeté il y a quelques années un remarquable documentaire qu'elle avait consacré au violoniste Ivry Gitlis. Et ça fait donc maintenant 5 ans sans doute de cela. Voilà. Et aujourd'hui, nous concrétisons ce projet de la faire réellement venir un jour à Aubrac. Donc, et elle a fait le choix dont j'ai déjà parlé, des Moissons du ciel de Terrence Malick. À vous, Sandra. Bonjour. Ah, oui, avec un micro peut-être. Ah, on est là ? D'accord. Ok, d'accord. Ouais. Piloter. Est-ce que je vais piloter ? Mais c'est pas Mathieu qui va piloter pour moi ? Moi, je ne vais pas arriver à mettre les extraits toute seule comme une grande. Hein. On s'est arrangé. Il est là ? Oui, il est là-bas, Mathieu. Bon. Bonjour. Donc, je vais vous parler d'un film que j'adore qui s'appelle Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Je vais essayer d'être courte. Ça ne va pas être facile parce que ce film, sous ses airs de fable un peu linéaire, est un film très complexe parce qu'il est à la fois c'est un poème visionnaire et apocalyptique. Vous allez comprendre de quoi je parle. Un hymne à la nature et aux éléments, l'eau, la terre, le ciel et surtout le feu. C'est aussi une histoire d'amour beaucoup plus complexe qu'elle ne le semble, parce qu'il y a une fameuse relation triangulaire amoureuse, une femme entre deux hommes. Mais ce qui complexifie les choses, c'est que Richard Gere, un des protagonistes masculins, et sa compagne se font passer pour frères et sœurs. Ils ne le sont pas. Donc il y a une espèce de faux inceste qui vient troubler la répartition des jeux amoureux et qui a sûrement effrayé le public américain, on y reviendra. Et puis c'est aussi, et ça on le découvre en revoyant le film, un grand film sur la lutte des classes, sur les conflits sociaux et sur le travail. Voilà, où d'ailleurs le bras de fer amoureux va venir se superposer et faire exploser l'antagonisme de classe. Donc voilà, un film compliqué, complexe, dont je vais parler rapidement. Et en plus, c'est une gageure d'en parler tant que ça, parce que le film est assez peu bavard. Vous allez vite vous rendre compte, il y a une voix off, effectivement, qui scande tout le film, mais presque qui est assez litanique et qui presque relève de la musique plus que de la parole, du verbe. Pour Terrence Malick, au commencement était le verbe, mais très vite, il s'en détache. C'est vraiment un cinéma de l'image, très visuel, ou de la musique. Et le scénario, d'ailleurs, est un peu un prétexte à une espèce d'explosion visuelle incroyable. Et donc, les personnages parlent peu de dialogue dans ce film. Et d'ailleurs, Terrence Malick, à l'image de ses héros, est peu bavard, assez réticent aux interviews et pas tellement porté au métadiscours sur son œuvre. Bref, je ne vais pas trop blablater sur ce film. Je vais surtout vous proposer des extraits qui me semblent absolument déterminants, qui tous sont des incendies visuels. Et je vais essayer de vous les mettre en perspective pour que vous saisissiez la portée incandescente de ce chef-d'œuvre. Alors, le premier extrait, il se situe, c'est au prologue, à 2 minutes du démarrage, donc après le générique quasiment. Et il est intéressant parce que finalement, il contient en quelques minutes, en quelques scènes, tout le film. Aussi bien sur la forme, sur le fond, tout est posé. Ce qui est souvent la marque d'un grand film. Alors, s'il vous plaît, premier extrait. Et le son. Et le son. Son et lumière. Au secours, au feu. Mais il faut absolument le son, hein.
C'est vraiment très très embêtant de ne pas avoir le son, hein. Bah ouais. Bon, parce que ce que je pourrais faire en attendant que ça s'arrange, c'est de vous parler de ce qu'on vous êtes censé voir et écouter, mais je trouve qu'il vaut mieux d'abord voir l'extrait, que je vous en parle ensuite. Autrement, je déflore tout. Bon. Bon, bah alors je vais quand même... je vais sacrifier à mon principe et je vais vous parler de cet extrait avant que vous le visionniez, à moins que ça s'arrange. Bon, bah alors on peut éteindre parce qu'autrement, du coup, ça... Bon, alors en fait, là, vous allez assister à la scène d'exposition. Les dés sont jetés, tout est déjà mis en place, c'est-à-dire la voix off, qui est une mélopée musicale, qui va annoncer l'apocalypse finale, la voix de l'enfant, donc, le feu, donc des images de feu, dans une forge, donc un monde industriel. Ah, et... My brother. It just used to be me and my brother. We used to do things together. We used to have fun. We used to roam the streets. There was people suffering of pain and hunger. Some people, their tongues were hanging out of their mouth. Just gotta get fixed up first. Things aren't always gonna be this way. You know that, don't you? He used to juggle apples. He used to amuse us. He used to entertain us. What else do I get into today? In fact, all three of us been going places. Looking for things, searching for things. Going on adventures. They told everybody they were brother and sister. My brother didn't want nobody to know. You know how people are. You tell them something, they start talking. I met this guy named Ding Dong. He told me the whole earth is going up in flames. Flames will come out of here and there, and they'll just rise up. The mountains are gonna go up in big flames. The water's gonna rise in flames. There's gonna be creatures running every which way. Some of them burnt, half their wings burning.
people are gonna be screaming and hollering for help. See, the people that have been good, they're gonna go to heaven and escape all that fire. Merci. On peut remettre la lumière, ça serait gentil. Merci beaucoup. Bon alors, donc voix off, feu, même si c'est le feu de la forge, et ensuite ça sera un autre type de feu, conflits sociaux, meurtre, fugue, flamme puis fumée pendant la cavale. Donc on a absolument, et cette lumière crépusculaire qui va baigner absolument tout le film et qui en est la marque de fabrique, à tel point que Nestor Almendros, le grand chef-op qui a fait l'image de ce film, évoque, non sans humour, cette fameuse heure bleue à laquelle Terrence Malick voulait tourner, qui ne dure même pas, donc l'heure crépusculaire entre chien et loup, si belle et si poétique, qui donne cette teinte surnaturelle au film, sauf qu'elle ne dure même pas 1 heure, en fait elle dure une demi-heure. Bref, l'équipe de tournage tournait 20 minutes par jour. Point barre. Donc imaginez le producteur, il y avait une production avec un grand studio, mais le producteur a mouillé sa chemise et s'est mis en participation sur le film. Quand il a compris qu'il y avait 20 minutes de tournage par jour, il s'est senti très mal et ça ne s'est pas arrangé parce que le film a commencé par être un four, pour filer la métaphore du feu, terrible. Bon, revenons-en donc à cette cavale qui fait écho d'ailleurs au premier film de Terrence Malick, dont vous voyez ici l'affiche, encore sur fond de flammes, c'est-à-dire déjà 4 ans avant Les Moissons du ciel, Terrence Malick filme 2 adolescents, 2 jeunes en cavale après un meurtre, dans un espèce de paysage comme ça de fin du monde. Le couple abandonne l'enfer urbain, va débarquer dans une grande propriété au Texas pour fuir à la fois la police, puisqu'il a tué, et la misère, va se faire embaucher, font les moissons, et le deuxième extrait que je vais vous proposer, qui est encore sous le signe du feu, mais d'un feu de joie, et donc sa problématique est très précise, et en fait chaque séquence du feu dans ce film correspond vraiment à un conflit dramaturgique. Donc il y a vraiment une progression dramaturgique qui est liée aux flammes. Et ce deuxième extrait va cristalliser la jalousie de Richard Gere, donc Bill, qui s'est rendu compte que le patron de la propriété, interprété par Sam Shepard, en pince pour sa compagne et va insister pour qu'elle cède à ses avances, parce qu'il a aussi compris qu'il était malade, donc il espère qu'ils vont se marier, que ça ne va pas durer longtemps et qu'ils vont finalement être à l'abri de la misère pour le reste de leur jour. Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu, mais donc on a dans ce deuxième extrait une convergence des flammes et de la brûlure, du désir et de la passion qui évidemment est très efficace. S'il vous plaît, deuxième extrait, et les lumières... I keep my brother and sister with me. Merci. Bon, alors, le feu couve, le feu de la jalousie couve. Pourquoi ? Parce que Richard Gere aperçoit à travers un écran de flammes et de fumée la naissance d'un couple, donc de sa compagne avec le patron. Et pourquoi le feu couve ? Parce qu'il ne peut pas exprimer sa jalousie puisqu'il est censé être le frère.
et d'autre part que c'est lui qui est à l'initiative, à l'origine de cette nouvelle union. Donc on a là la naissance de la brûlure de la jalousie et aussi la mise en avant de toute une dimension perverse de ce faux couple, de ce vrai couple qui se fait passer pour frère et sœur, mais en fait il y a double perversité parce qu'il y a l'inceste sous-jacent qui traverse le film, et en plus le mensonge, je trouve que c'est même pas un inceste. Bref, cette façon de présenter un faux couple incestueux a énormément choqué le public américain ô combien puritain, et sûrement une des raisons pour laquelle le film a été très très mal reçu, malgré sa palme d'or, le prix de la mise en scène à Cannes et un Oscar. Il est devenu un film culte, mais il a été pas du tout rentable. Voilà. Alors, ce deuxième conflit, en fait, donc celui de la jalousie, par rapport au premier qui est vraiment un conflit de classe, puisqu'il tue son contremaître, bien curieusement, ne va pas du tout aboutir immédiatement à une lutte entre ces deux hommes, donc rivaux à la fois sociologiquement et amoureusement, et c'est là toute l'originalité et la dimension cosmique et métaphysique du film, à un troisième conflit qui vient du ciel. Alors, vous allez donc... je voulais laisser... je n'arrive pas à couper dans ce troisième moment, donc, qui est le moment incendiaire du film. Le quatrième extrait est très court, parce que c'est presque comme un film abstrait. C'est presque du cinéma expérimental, avec quasiment pas de dialogue. Et les peu de dialogues qui sont là sont absolument essentiels. Et là, on a l'impression que Terrence Malick se lâche, fait du cinéma pur, comme on peut en faire des vidéastes aujourd'hui. On y reviendra. S'il vous plaît, le troisième extrait. Smoke 'em out! Swat 'em out! That way! Let's go! Come on! here. Crazy!
Merci. Bon, on parlait tout à l'heure, il y avait une question ou une remarque sur le temps. C'est quand même un luxe. Enfin, Terrence Malick ose pendant 5 minutes. L'extrait sans la musique, ça aurait été quand même très dommage, parce qu'à part 2 paroles quasiment laissez brûler, formulées par Sam Shepard, et puis il sait, prononcé par Richard Gere, c'est une espèce de morceau comme ça, de musique et d'images quasi abstraites, assez impressionnant. Alors, donc montage virtuose et chaotique avec des grands plans, des plans larges qui ne sont pas, qui rappellent, qui s'inspirent. Et là, on voit toute la culture et toutes les allusions picturales qu'on trouve dans tous les films de Malick. Là, on a carrément une référence revendiquée à l'Angélus de Millet. Merci. Qui vraiment la posture de Richard Gere qui regarde le nuage de sauterelles s'abattre sur les champs moissonnés. C'est vraiment il est calqué sur ce tableau. Donc on verra d'ailleurs qu'il y a d'autres références qui sont comme ça, qui traversent le film. Et là, on a une espèce de chaos, de jeu sur les contre-jours, où les protagonistes déjà sont. C'est pas un film psychologique, c'est ça aussi qui a dérouté le public. Et là, d'ailleurs, il n'est pas psychologique parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, parce que c'est pas ça qui intéresse Malick. Et aussi, c'est cette façon de filmer en contre-jour, avec un ciel qui fait que les protagonistes sont résumés à des silhouettes, à des ombres chinoises, à des marionnettes démentes qui s'agitent dans tous les sens, on ne sait plus qui est qui. Tout d'un coup, l'histoire d'amour ou les conflits de classe, tout ça, c'est complètement balayé par cette espèce de malédiction divine. C'est la nature qui se met en colère. Et évidemment, je ne vais pas résister au plaisir de vous lire un petit passage de l'Exode qui fait écho à cette voix enfantine du début où elle dit « Il y a quelqu'un qui m'a raconté que ça serait la fin du monde ». Bon, les sauterelles recouvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes, les champs dans tout le pays d'Égypte. Bon, donc on est vraiment dans un contexte de fin du monde, où peut s'épanouir, et où va s'épanouir, la guerre entre les rivaux. Donc le maître, qui, pour reprendre encore, pas sans jouer sur les mots, n'y voyait que du feu, tout d'un coup a compris, et donc là, il préfère tout faire brûler, quitte à y laisser sa peau, parce qu'il comprend qu'il a été victime d'une supercherie. Et que Bill et Abby ne sont pas frères et sœurs. Donc on a vraiment la lutte à mort du maître et de l'esclave, même si c'est un esclave salarié, qui est totalement théâtralisé, donc par ces aplats, par ce contre-jour, par ces cadrages qui donnent la part belle au ciel. Et dans cette perspective, d'ailleurs, le choix qu'a fait Terrence Malick de faire construire une maison, la maison qu'on voit se profiler, d'ailleurs, sur cette image, qui est inspirée d'un tableau de Hopper que vous devez connaître, vous avez peut-être vu au Grand Palais il n'y a pas très longtemps, La maison près de la voie ferrée, qui a d'ailleurs inspiré d'autres cinéastes, comme par exemple M. Hitchcock dans Psychose. Donc cette maison a été... Il y en a des maisons comme ça au Texas, mais là, il a vraiment fait construire, le décorateur raconte qu'il a construit un contreplaqué. Il y a des intérieurs maisons que je ne vous montre pas parce que le feu c'est dehors, mais qui ont été tournés ailleurs. Mais le décor de la maison planté au milieu de nulle part, c'est un contreplaqué, plaqué et planqué, et ça donne ce côté théâtral, voire opératique, à cette séquence et aux moissons du ciel, et c'est très efficace. Alors, on arrive au 4e et dernier extrait consacré au feu. En gros, vous aurez vu, le film, il faut le voir dans son entier, mais toute flamme, je l'ai traqué. En gros, vous aurez vu tous les épisodes incendiaires du film. Donc le 4e extrait, s'il vous plaît, qui est le paroxysme du film, qui se situe à peu près à 1h15, c'est-à-dire 15 minutes avant la fin, et donc c'est l'acmé, et ensuite il y aura un épilogue dont je vous ferai grâce, s'il vous plaît.
I'll start later. There's nothing we can do about it now. Bon, donc ce duel au soleil qui commence vraiment avec tous les ingrédients du western, va encore une fois, là, tout comme le prologue contient tous les ingrédients du film, là aussi, la boucle est bouclée. Et dans ce paysage de désolation et de fin du monde, c'est le début de la fin du film, le meurtre du patron qui fait écho au meurtre du contremaître. L'enfer du travail industriel qui a donc laissé la place à l'exploitation agricole, mais finalement le décor change, mais la problématique reste la même, c'est-à-dire le feu qui est la marque de la révolte amoureuse, la révolte politique, sociale. Et le feu, et derrière le feu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le soleil. Il y a un plan qui est très révélateur. À un moment, les chevaux se cabrent dans cet paysage de langues de feu et de fumée, et le cadre est recentré sur le soleil. Comme si finalement Terrence Malick voulait faire un hymne au soleil, à la fois source de vie et de mort. C'est donc le soleil qui est l'alpha et l'oméga de ce film. Et il lui rend hommage, même si c'est un hommage traversé par le drame. Et on pense à la maxime de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Sauf que justement, Terrence Malick ose cadrer le soleil en face comme une espèce de clé pour comprendre le film. Il ose filmer fixement la boule de feu. Et il ose plein de trucs dans ce film. On l'a vu au niveau de la morale, il choque, il ose choquer, mais il ose aussi, par exemple, faire des cadrages qui ne sont pas du tout ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma, où il cadre à ras de terre des personnages dans des plongées qui sont complètement, qui déforment les silhouettes, et où le ciel bouffe tout. Le ciel bouffe l'écran. On ne sait plus d'ailleurs où est le ciel, où est la terre, parce que comme il y a la fumée, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de feu sans fumée, la fumée s'élève de la terre. On ne sait plus où est le ciel, où est la terre. Tout est sans dessus dessous, dans les cœurs comme dans l'espace. Et d'ailleurs, le ciel mange même la terre. Au niveau vraiment du cadrage. Et pour une fois, là, je trouve que la traduction de Days of Heaven en Les moissons du ciel, la traduction française est plutôt heureuse, parce qu'on y gagne un oxymore. Finalement, qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien de plus terrestre que les moissons, qui est quand même le signe vraiment de la terre, et du fruit de la terre. Et là, les moissons du ciel, c'est-à-dire que même le ciel vient voler à la terre sa raison d'être. Alors, quand on y réfléchit... voilà, enfin, pour finir, je vais écourter parce que je sais que la journée a été longue. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que finalement, dans ce deuxième film, Malick a pris tous les risques. Comme son héros, finalement, qui joue avec le feu en flanquant sa femme dans les bras d'un autre, lui aussi, il a pris beaucoup de risques sur le fond comme sur la forme. Et comme son héros, il se brûle les ailes. Parce que je vous fais grâce de la fin, mais... cavale, comme dans Badlands, le premier film de Terrence Malick, les amoureux partent, ils vont se faire rattraper et Richard Gere va mourir. Donc, on a finalement une adéquation entre le héros de Terrence Malick et le réalisateur qui lui aussi va se brûler les ailes, parce que le film va donc être un échec commercial dont il va mettre 20 ans à se remettre, quand même. Parce que le troisième film de Terrence Malick, La ligne rouge, qui est encore une fois, voici l'affiche, un film incendiaire sur la guerre de Guadalcanal dans le Pacifique de Deuxième Guerre mondiale, est un film de feu. Je n'en dis pas plus. Alors, juste dernière question, est-ce que finalement ce cinéma d'allumé n'est pas finalement où le soleil devient comme un espèce d'immense projecteur cosmique? Est-ce que c'est pas la raison d'être du cinéma? Est-ce que c'est pas ça qui fait de Terrence Malick un grand cinéaste? Parce que après tout, qu'est-ce que c'est que le cinéma? Sinon une histoire d'ombre et de lumière, une histoire de feu et une histoire de flamme. Il faut quand même pas oublier qu'au début, le cinéma, c'était la copie, c'était du nitrate, que la pellicule était un produit, le nitrate étant un produit hautement inflammable, les pellicules s'embrasaient, et que l'angoisse de tous les gens de cinéma, que ce soit
sur les tournages, que ce soit les entrepôts des films et de la pellicule, que ce soit les laboratoires de développement ou les salles de projection, c'était quoi? C'était l'incendie. C'est que, donc, après, à partir des années 50, les copies nitrates, les copies flammes, d'ailleurs, elle est bien nommée, ont été interdites. Mais même avec la pellicule cellulo, si la pellicule se bloquait dans le projecteur, vous avez toujours tous fait ça du temps du Super 8, si ça bloquait, ben, ça fondait. Hein. Donc le feu a toujours été présent dans l'histoire du cinéma. Même si ce soir, c'est un CD bien safe, numérisé, dont je me suis dont nous nous sommes servis pour ce petit exposé. Donc on ne risque pas de foutre le feu à la baraque. N'empêche que Terrence Malick reste un vrai pyromane.